Bonjour tout le monde. Voilà, je fais une petite vidéo. Cette fois-ci, alors je vous ai fait pas mal de vidéos sur le préflop essentiellement, et aussi beaucoup sur le format KO. Et aujourd'hui, je m'attaque à un nouveau domaine, le post-flop. Et quoi de mieux que commencer une vidéo sur le post-flop en démarrant sur on va dire sur les sizing, donc notamment sur le sizing au flop. Donc ça va être une vidéo sur le sizing géométrique en lien aussi avec les avantages de range et les avantages de nuts. Donc sur la première street, voilà, en gros du jeu post-flop. Et en lien avec on va dire cet outil technique qui est le sizing géométrique, c'est comment bien déstacker vos adversaires. Notamment, c'est une problématique qu'on retrouve en petite et en moyenne limite, on va dire. Souvent, il y a beaucoup de problèmes. Les joueurs ont du mal à bien value les adversaires, notamment les adversaires un petit peu CS. Et donc voilà. Et donc cet outil, il va vous aider à bien sizer et donc à bien déstacker vos adversaires. Voilà. Alors, petite introduction. On se peut se poser la question, du coup, par cette problématique du fait qu'on ait du mal à bien, comment dire, à bien déstacker nos adversaires, est-ce qu'il existe une méthode qui nous aiderait à justement à bien déstacker nos adversaires? Est-ce qu'il existe même peut-être une méthode optimale? Et donc le but de tout ça, c'est d'essayer d'obtenir un pot size bet, donc un PSB ou moins river, c'est-à-dire que dans le stack effectif, il soit plus petit que le pot river. Ça va nous permettre de se faire call plus fréquemment que s'il reste plus d'un pot et demi à la river. C'est-à-dire qu'on va faire devoir overbet et du coup nos adversaires ils vont être moins enclins à call de ce fait-là. Donc du coup, c'est pour ça que le sizing géométrique, ça va nous permettre de bien sizer sur chaque street et ainsi d'obtenir un PSB ou un river, d'accord? Alors on peut se poser la question, est-ce que on va dire cet outil technique, est-ce qu'il est réservé aux athlétes? Souvent on a des a priori sur le sizing géométrique, attention c'est compliqué, c'est pas fait pour les joueurs de petite limite, c'est trop complexe. Donc on peut se poser cette question-là. Le corollaire à cette question, c'est tout simplement, est-ce que cet outil, du coup, est-ce qu'il peut être adapté en micro et basse limite, d'accord? Mais avant tout, eh bien, on va bien définir ce que c'est que le sizing géométrique avant que je vous parle de tout ça, d'accord? Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a à notre menu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a dans notre trousse? Alors tout simplement, dans un premier temps, on va bien définir la notion de sizing géométrique, hein, tout simplement, c'est normal. Ensuite, on va faire un petit peu de maths. Je ne vais pas rentrer, on va dire, dans la technique mathématique, mais je vais vous montrer un petit peu les étapes qui m'ont permis de déterminer la formule générale du sizing géométrique, d'accord? La démonstration de formule. Et ensuite, je vais appliquer cette formule pour un cas spécifique, parce que moi, je suis un joueur de MTT, d'accord? Donc, je vais appliquer cette formule pour le MTT en 6 max, d'accord? Et en 2-way, c'est-à-dire pas en multi-way, en confrontation 1 contre 1, d'accord? Même si je pourrais ajouter, je vais toucher deux mots sur si on passe en multi-way ou pas, voilà, qu'est-ce que ça change, d'accord? Ensuite, on va parler donc tout simplement des valeurs de ces statistiques géométriques selon différents paramètres par ordre d'importance. La taille du tapis effectif, ça c'est le paramètre numéro 1, d'accord, qui va influencer sur notre sizing géométrique. Alors, c'est assez intuitif, hein. Plus le tapis effectif va être gros, plus le sizing géométrique il va augmenter, d'accord? Ce qui est normal. Ensuite, un deuxième paramètre par ordre d'importance avec la taille du sizing d'open, bien sûr, hein. Plus on fait un sizing d'open gros pré-flop, plus notre pot initial, que je vais expliquer après, il va être gros, d'accord? Ce qui va nous aider à déstacker nos joueurs, d'accord? Et ensuite, un petit paramètre un peu plus négligeable, mais qui est quand même qui peut jouer son rôle, c'est la position du caller, c'est-à-dire que
selon la position du caller, on n'aura pas le même sizing géométrique, qui soit hors blind, c'est-à-dire en position par rapport à nous, d'accord, ou alors qu'il soit dans les blindes en SB ou en BB. On va voir que ça va un petit peu influencer le sizing géométrique. Et ensuite, une fois qu'on aura fait tout ça, on va passer aux applications. Avec ce sizing géométrique, qu'est-ce qu'on peut faire, dans quelle situation il sera préférable d'utiliser des sizing géométriques. Donc pour cela, on va l'appliquer pour les ranges de C-bet hors de position. On va voir que c'est très bien adapté pour ce type de play. D'accord. Dans un premier temps, je vais vous montrer une stratégie équilibrée, une range équilibrée de C-bet en sizing géométrique. Et ensuite, on va voir les exploitations possibles que l'on peut faire. D'accord. Par rapport à certains profils, voilà. On pourra pas, ça sera peut-être plus profitable d'avoir une stratégie adaptée. Voilà. Et ensuite, on conclura cette, ce petit travail sur les sizing géométriques. D'accord. Allez, on débute. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sizing géométrique? Alors, on considère que le sizing géométrique, c'est une mise optimale, d'accord, post-flop, de telle sorte que à chaque street, la taille du pot en pourcentage du pot, c'est pour ça que je l'ai mis en gras, c'est important, c'est la même taille du sizing en pourcentage du pot, d'accord, et pas en valeur absolue, d'accord, soit identique, d'accord, donc à chaque street, on fait le même sizing, mais en pourcentage du pot, de telle sorte que à la river, le dernier sizing que l'on va faire, la dernière mise que l'on va faire, d'accord, eh ben, ça correspond au tapis effectif, c'est-à-dire au plus petit tapis des deux tapis, voilà, qu'on est en confrontation 1 contre 1, d'accord. Alors, c'est bien beau tout ça, mais comment déterminer ce sizing géométrique, d'accord? Est-ce qu'il existe une méthode pour déterminer la valeur du sizing géométrique? Bien sûr, si je pose la question, que j'ai fait une vidéo dessus, c'est que la réponse est bien sûr qu'il existe une méthode. Et c'est par les mathématiques que l'on va pouvoir résoudre ceci, d'accord? Donc, alors voilà, je vous montre la démonstration et la formule du cas général, voilà. Alors je vais pas résoudre, je vais pas rentrer dans la technique pure et dure, mais je vais poser le problème, la situation. Après, et en posant ce problème-là, on va dire les trois équations ici. Si vous avez envie de votre côté de retrouver la formule qui est encadrée ici, bien sûr, vous pouvez, d'accord. Moi, j'ai posé le problème avec toutes les variables et tout ça. J'ai résolu de mon côté, bien sûr, cette équation, d'accord, pour déterminer le sizing géométrique. Alors, j'ai posé les variables, bien sûr, on fait des maths, donc on pose des variables, hein, voilà. Ah, c'est pas grave, hein, voilà. Si vous n'êtes pas très à l'aise, vous pouvez juste retenir la formule ici. Et moi, je vais un petit peu expliquer. N, c'est le nombre de joueurs qu'il y a dans le coup. Alors, bien sûr, si on est heads up, c'est 2, mais on peut être jusqu'à 3 ou 4 joueurs, d'accord. Mais en général, c'est utile, le nombre de joueurs. On va utiliser la formule pour un nombre de joueurs égal à 2. Parce que souvent, sur 3 streets, eh ben, en général, on fait des. Comment dire, on est en 1 contre 1. C'est rare qu'on ait 3 ou 4 joueurs qui nous suivent jusqu'à la river, d'accord. C'est surtout sur les gros sizing. Donc. Mais quand même, on peut déterminer cette formule pour plusieurs nombres de joueurs possibles, d'accord. Ensuite, qu'est-ce que c'est que PI? C'est le pot initial pré-flop, c'est tout simplement la mise d'open, plus l'argent mort, plus les blindes, d'accord. Ensuite, P1, je l'ai tout simplement défini comme c'était le pot au flop, d'accord. Une fois que les mises, bien sûr, une fois que les mises sont ajoutées, une fois tout le monde a mis les mises au flop, d'accord. Pareil pour la turn, au turn. C'est le pot une fois que toutes les mises sont ajoutées. Et pareil à la river, une fois que toutes les mises sont ajoutées. Et on définit PF, le pot final, post-flop, c'est n fois le tapis effectif. Donc c'est pour ça qu'on est dans une mécanique où à la fin tout le monde est à tapis, d'accord. En tout cas, le tapis effectif sera à tapis, d'accord. Plus l'argent mort, d'accord. Et on définit bien sûr ce qui nous intéresse, ce que j'appelle pourcentage G, c'est le sizing géométrique en pourcentage du pot. Donc on vient définir nos 3 pots aux 3 streets, au flop, au turn et à la river. Donc P1 c'est tout simplement le pot initial pré-flop, plus n fois les mises, d'accord. Donc les mises, c'est le pourcentage géométrique fois le pot, d'accord. Et on fait ça pour chaque street, tac tac. Je viens faire une petite, voilà, petite simplification en faisant une factorisation, mais bon, bref. C'est de la technique, on n'est pas là pour parler de la technique des mathématiques, d'accord.
même si j'utilise les mathématiques. Et on fait pareil pour la river. Et ensuite, comment j'ai fait comment j'ai fait pour résoudre là, c'est un peu comme, je sais pas si vous connaissez le film Inception. Inception, c'est le rêve dans le rêve dans le rêve, d'accord. Et ici, on va faire le pot dans le pot dans le pot, d'accord. On part du pot final, on vient remplacer le pot P2 par sa valeur que l'on connaît ici, et ainsi de suite pour se retrouver avec une relation où on exprime PF en fonction de PI, d'accord. On élimine du coup les P1, P2, P3, ça ne nous intéresse pas. Du coup, on fait une relation entre le pot initial et le pot final, d'accord. Et bien sûr qu'il va nous rester le sizing géométrique. Donc du coup, quand on a cette relation, ensuite on isole, on sort le pourcentage géométrique, le pourcentage G, le sizing géométrique, d'accord. Et on se retrouve avec cette formule générale, d'accord. Alors je vais un petit peu commenter cette formule, il y a des choses intéressantes à noter sur cette formule, d'accord. Donc c'est le pourcentage géométrique, le sizing géométrique, c'est 1 sur n c'est le nombre de joueurs, fois, entre parenthèses, le pot final divisé par le pot initial à la puissance 1 tiers moins 1, d'accord. Enfin, le moins 1, il est dans la parenthèse, d'accord. Ok. Alors plusieurs choses à noter sur cette formule, sur les paramètres, d'accord. Le n, c'est intéressant de voir que n, c'est le nombre de joueurs. Donc plus on aura un nombre de joueurs important dans le coup, plus le sizing géométrique il va diminuer, puisque 1 sur n, ça va nous faire diminuer du coup. Si on a un demi, on a deux joueurs, on considère le sizing géométrique quand on est en heads up. Et si on augmente le nombre de joueurs, on passe à 3, du coup le sizing géométrique il va baisser, d'accord. Donc ça c'est important, et ça peut expliquer si on extrapole un petit peu sur la stratégie des sizing en multi-way, ça nous explique pourquoi en multi-way on fait des sizing plus petits qu'en heads up, d'accord. C'est tout simplement qu'on n'a pas besoin, puisqu'on a plus de joueurs, en fait on va déstacker plus facilement, puisqu'on va faire grossir plus facilement parce qu'on a plusieurs joueurs. Donc c'est pour ça qu'on fait des sizing plus petits en général en multi-way qu'en heads up, d'accord. Donc ça, cette formule, elle nous permet de comprendre un petit peu ça. Donc ça, c'est intéressant. Autre chose, voilà. Moi, j'ai résolu, on va dire, la démonstration pour 3 streets, c'est-à-dire flop, turn, river. C'est-à-dire, on a un joueur qui nous paye au flop, au turn et à river. Mais on peut aussi adapter cette formule si on démarre, c'est une stratégie de sizing géométrique, non plus au flop, mais au turn. Du coup, si on démarre turn, on va plus travailler sur 3 streets, mais sur 2 streets. Et du coup, comment on fait? Alors ça, je ne l'ai pas noté comme paramètre ici, mais c'est tout simplement la puissance qui va changer. C'est plus la puissance 1 tiers. 1 tiers pour le 3, du coup, il indique c'est le nombre de streets. Et si on veut passer sur 2 streets, on fait 1 demi, d'accord. Donc le 3 ici, il indique le nombre de streets. Donc du coup, si on veut passer sur 2 streets, on fait 1 demi au lieu de 1 tiers, au niveau de la puissance, d'accord. Voilà. Allez, maintenant on va appliquer ça pour le format qui nous intéresse, c'est-à-dire le format MTT 6 Max, 2 joueurs en pot single raise, c'est-à-dire pas de pot 3 bêtes, pas de pot 4 bêtes, on est en pot single raise, il n'y a pas eu de 3 bêtes, d'accord. Et alors là je l'ai fait pour hors blind, mais voilà, sachez que on peut faire aussi dans les blinds, d'accord. Ça change un petit peu la formule, d'accord. Alors du coup, par rapport à notre formule ici, ce qu'on va vouloir expliciter, c'est la valeur des pots final et le pot initial, d'accord. Et c'est ce que je vais faire ici. Donc ici, X c'est le sizing d'open en BB, d'accord. Y c'est le stack effectif, d'accord. Que ce soit pas de nous ou notre adversaire, ça va dépendre de qui a le tapis le plus petit, d'accord. Les entés, j'ai pris pour 12% d'entés, d'accord. Donc comment on exprime notre pot initial? Donc pot initial, c'est les mises plus les blindes plus 6 fois les entés, d'accord. Donc les mises, c'est le sizing d'open 2 fois, puisqu'il y a l'opener plus le caller, d'accord. Je rappelle qu'on est pour 2 joueurs, hein, d'accord. Plus les blindes plus les entés, les blindes plus les entés, ça fait 2,22 BB, d'accord. Je n'ai pas fait le calcul précisément, mais bon, voilà, vous pouvez vérifier cette valeur-là, d'accord. Ensuite, le pot final, ça va être quoi? Ça va être 2 fois le tapis effectif, d'accord, puisqu'on va être, nous, le plus petit tapis va être à tapis, et bien on aura mis autant de jetons que son tapis, donc du coup il y aura 2 fois le tapis effectif, et toujours les blindes plus 6 fois les entés, d'accord. Donc ça va faire du coup 2 fois Y plus 2,22, d'accord. Et bien sûr, toujours notre sizing géométrique, c'est pourcentage G, d'accord. Donc du coup, si on fait ça, du coup, notre pot, ça c'est le pot
final, du coup, ça va être 2y plus 2,22, et le pot initial divisé par 2x plus 2,22, d'accord? Voilà, donc ça, c'est notre formule. Si on veut connaître le sizing géométrique en deux joueurs, single raise et hors blind, d'accord? Et si on est dans les blinds, ça va changer légèrement les valeurs que l'on voit ici, d'accord? Voilà, mais ça, je ne le précise pas, et vous pouvez le déterminer vous-même, d'accord? Ensuite, maintenant, on va regarder donc, la valeur de ces sizing géométriques, surtout par rapport aux paramètres de la profondeur, c'est-à-dire du tapis effectif. D'accord. Donc j'ai fait évoluer le stack effectif, donc la profondeur, de 100 blindes jusqu'à 20 blindes. Et on va voir qu'il y a des choses qui vont apparaître, et on va voir qu'on va devoir appliquer, que ça va être pertinent d'appliquer, on va dire, ce sizing géométrique, surtout dans certaines conditions de profondeur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire sur d'autres conditions, mais ça sera surtout utile. Vous allez voir qu'on est profond, d'accord? Alors là, j'ai fait varier aussi en deuxième paramètre les sizing d'open. On va voir que ça a un impact sur le sizing géométrique. Et le dernier paramètre, c'est la position du caller hors blind, en SB et en BB. D'accord. Donc on voit qu'à 100 blind, d'accord, si on utilise un sizing géométrique de 3, on a un. Si on utilise un sizing d'open à 3, d'accord, pardon, on va devoir utiliser pour le sizing géométrique va être proche de pot, d'accord, ça va être 95% du pot, d'accord. Et par contre, si on se retrouve hors blind, on va devoir miser un peu plus cher. C'est de manière générale, en fait, dès qu'on est dans les blinds, pardon, pas hors blind, dans les blinds, on va devoir, le sizing géométrique va légèrement augmenter par rapport à un code hors blind, d'accord. Ça, c'est du fait que les joueurs qui sont dans les blinds, là, ils ont leur mise qu'ils ont déjà mis, qu'ils vont mettre, donc soit la small blind, soit la big blind, elle est comptée dans le stack. Donc du coup, ça fait varier, ça fait diminuer ce qu'on appelle l'argent mort, en fait. Voilà. Enfin, voilà. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que c'est légèrement plus gros le sizing géométrique. Donc on voit qu'aussi que plus on fait un sizing d'open important, plus le sizing géométrique va baisser, ce qui est normal, d'accord. D'où l'intérêt peut-être, surtout sur les petites limites, d'utiliser un gros sizing d'open, d'accord, pour se faciliter la tâche ensuite, pour bien déstacker nos adversaires. Voilà. Et donc on voit que quand on va baisser de profondeur, donc de stack effectif, les sizing géométriques vont aussi baisser. C'est normal, on va devoir faire des sizing on aura moins besoin de faire des gros sizing pour pouvoir ensuite déstacker nos adversaires, d'accord. Donc on voit qu'à 80 blindes, du coup on passe de quasiment 95% du pot sur un sizing à 3, on passe à 85, d'accord. Et ainsi de suite, d'accord. Et on voit qu'à partir de 50 blindes, on voit qu'à 50 blindes, les sizing géométriques sont aux alentours de 70% du pot, d'accord. Et à partir d'en dessous de 50 blindes, on voit qu'on va arriver sur 2 tiers et moins, d'accord. Alors pourquoi je fais cette remarque? C'est tout simplement que en dessous de 50 blindes, on n'aura pas besoin d'aller faire un sizing géométrique dès le flop pour arriver à un PSB ou moins river, d'accord. Donc là, je ne l'ai pas démontré, mais en fait, ça se comprend. C'est-à-dire que si on fait un sizing en dessous de mi-pot, en dessous de 50 blindes, d'accord, on va pouvoir, avec des sizing bien sûr plus importants de turn et river, arriver à ce PSB. Donc du coup, ça diminue l'intérêt de faire des sizing géométriques en dessous de 50 blindes. C'est pour ça que je pense que cette méthode technique des sizing géométriques est surtout importante. Alors, quand je parle sur 3 streets, hein, pas sur 2 streets, d'accord. Sur 3 streets, du coup, ça devient vraiment... c'est surtout utile quand on est profond, c'est-à-dire au-delà de 50 blindes. Voilà, en dessous, ça a moins d'intérêt, puisqu'on arrivera au PSB, au pot size bet, sans utiliser forcément le sizing géométrique, d'accord. Voilà. On voit qu'à 40 à 20 blindes, d'ailleurs, le sizing géométrique pour un sizing d'open à 2, c'est 45%, d'accord. Enfin, voilà. Donc on fait 45, 45, 45, mais on peut très bien faire ici, alors je vais dire peut-être une bêtise, mais on peut faire un quart, 2 tiers et proche de pot river, d'accord. Et après je connais pas parce que si on veut avoir une autre stratégie, d'accord. Voilà. Donc ça c'était les sizing géométriques. J'insiste, pour du MTT 6 max en 2 way, donc un 1 contre 1 et dans les pots single raise, d'accord. Maintenant, on va passer aux applications, d'accord. Alors,
quelle va être la situation les situations qui vont permettre d'appliquer, enfin plutôt, quelle va être, avec cette technique du sizing géométrique, dans quelle situation on va pouvoir l'appliquer qui va permettre de vraiment de bien s'adapter à cette situation, d'accord? Alors moi, j'ai pensé naturellement à ce qu'on appelle les spots OOP. C'est quoi les spots OOP? C'est j'open, il y a quelqu'un qui colle qui est en position par rapport à moi, et donc du coup, post-flop, je vais jouer hors de position. Alors pourquoi est-ce que cette stratégie va bien s'adapter dans ces types de pots en fait? Parce qu'en fait, OOP, on va avoir des stratégies où on va peu c-bet, d'accord? Voire check range, ça va dépendre du board, d'accord? Et donc du coup, quand on va peu c-bet, on va pouvoir appliquer des gros sizing. Donc dit gros sizing, dit pouvoir appliquer les sizing géométriques. Puisque les sizing géométriques, comme vous avez vu, c'est des sizing qui sont assez gros quand on est profond, d'accord? C'est 2 tiers et plus, d'accord, en général. Donc, mais pour pouvoir faire ça, il faut s'assurer de certaines choses pour pouvoir le faire. Moi, je pense que, enfin, c'est pas moi, hein, mais pour pouvoir appliquer cette technique, cette stratégie, il faut avoir un avantage de range, c'est-à-dire que on a une range dans sa globalité qui va dominer la range adverse. Donc ça, on peut le vérifier avec un logiciel de tout simplement d'équité, comme Equilab par exemple. On met les deux ranges et on voit qui c'est qui a la meilleure équité, d'accord? Donc celui qui a la meilleure équité, il aura une équité au-delà de 50%, bien sûr, qu'on est 1 contre 1. Et je précise, c'est pas ou, c'est et, d'accord? Les deux conditions doivent être réunies. Avoir un avantage de nuts, c'est-à-dire que dans la partie de la range qui représente les nuts, donc moi, qu'est-ce que je considère comme les nuts? Ça va être tout ce qui est over pair et mieux, c'est-à-dire over pair, 2 paires, brelan, quinte, flush, d'accord? Pas flush, quinte, parce qu'on va voir que pour avoir flush flopé, il faut sur les boards monocolores. Et les boards monocolores, on fait pas les sizing géométriques. Voilà. Donc ça, c'est fait un petit aparté, mais bon. Du coup, ça, les notes, ça va être donc tout ce qui est over pair et mieux jusqu'à la quinte, d'accord? Voilà. Et ça, il faut s'assurer qu'on ait un avantage de notes, d'accord? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on fait pour déterminer que l'avantage de notes, d'accord? Ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, d'accord? Parce que assez traditionnellement, en général, on dit ben là j'ai un avantage de notes sur tel type de combinaison parce que j'en ai plus. Attention, c'est pas si simple que ça, mais voilà, comme c'est pas tout à fait le sujet de la vidéo, voilà. Mais voilà, sur certains boards, on peut sentir assez naturellement, instinctivement, qui va avoir l'avantage de notes. On va le voir juste après, d'accord? Donc du coup, s'assurer donc qu'on a un avantage de range et un avantage de notes, d'accord? Bien sûr, il faut être OOP, donc stratégie à 1 sizing. Donc là, moi, je vais adopter une stratégie à 1 sizing parce que souvent, si on regarde un solver, il va souvent vous proposer des stratégies à plusieurs sizing, d'accord? Moi, je trouve ça assez complexe. Et moi, j'ai voulu simplifier la méthode en utilisant un seul sizing. Et donc, le sizing, comme vous pouvez le deviner, ça va être un sizing géométrique, d'accord? Ensuite, on peut aussi utiliser on va dire, en position, même si je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo. Donc, c'est-à-dire en position, ça va être contre l'ASB ou contre la BB, d'accord? Et donc, en général, quand on va avoir un avantage de range et un avantage de nuts en position, on va pouvoir adopter des stratégies à 2 sizing, d'accord? Parce que là, on va se retrouver, surtout contre la BB, on va se retrouver contre une range assez étendue, pas concentrée. Du coup, on ne peut pas utiliser une stratégie à un seul sizing, il faut utiliser une stratégie à 2 sizing si on veut avoir une stratégie où on utilise un sizing géométrique, bien sûr, d'accord? Voilà. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail, d'accord? Ça aussi, ça pourrait faire, comment dire, l'objet d'une vidéo à part, d'accord? Et ensuite, on doit s'assurer aussi, pour utiliser cette stratégie, d'éviter les flops pairés et monocolores. Surtout les flops pairés, d'accord? Moi, en général, les flops pairés, il n'y a jamais de gros sizing sur les flops pairés, d'accord? Voilà. On peut avoir des sizing où on fait un peu plus que le sizing minimal, c'est-à-dire un tiers ou un quart, mais jamais de gros sizing type proche de pot, d'accord? Et sur les boards monocolores, en général, on utilise des petits sizing, même si je pense que
Ça aussi, c'est une simplification qu'on font beaucoup de joueurs. On peut avoir que des fois, sur certains types de board, je pense, j'en suis pas sûr, des sizing un peu plus élevés, d'accord. Mais bon, si vous faites, voilà, en général, je vous le dis bien, sur les flop pairs et les formes monocolores, on n'utilise pas des sizing géométriques, d'accord. Voilà. Ensuite, avec quel type de main on va vouloir utiliser des sizing géométriques? Alors, en value, c'est des mains, comme on veut déstacker notre adversaire, on veut vraiment bien saisir pour déstacker notre adversaire, il faut que ce soit des mains qui peuvent, où on est certain qu'elles vont être assez fortes pour pouvoir que notre adversaire nous colle 3 fois et surtout à tapis river, d'accord. Donc pour ça, il faut avoir des mains assez fortes. Ça peut être top pair, top kicker, d'accord. Ça va dépendre aussi des boards. Ça, je vous dis en règle générale. C'est minimum top pair, top kicker, d'accord. Des fois, top pair, top kicker sur certains types de boards, ça va pas être assez fort pour utiliser les sizing géométriques sur 3 strings, d'accord. Donc top pair, top kicker, des overpairs, des deux paires, des brelans et des quintes, d'accord. Et en bluff, quel type de bluff on va pouvoir associer donc avec cette partie value, donc la partie bluff? Ça va être des semi-bluffs. Donc ça c'est le poker moderne, hein. En général on utilise très souvent des semi-bluffs, c'est-à-dire des bluffs qui peuvent se transformer en nuts, d'accord. En général on ne fait pas des énormes bluffs, ça c'est le poker à l'ancienne, on faisait des énormes bluffs avec air complet parce qu'on n'avait pas, enfin voilà, on maîtrisait pas bien, d'accord. Nous on veut s'assurer que quand même de temps en temps on puisse toucher une grosse main, d'accord. C'est pour ça qu'on utilise des semi-bluffs. Et j'insiste, des semi-bluffs avec des bloqueurs sur les mains fortes adverses. D'accord. Parce que on veut diminuer la proportion de mains fortes chez nos adversaires. D'accord. Donc on va c'est pour ça qu'on utilise en général des gut shots qui ont des bloqueurs, d'accord. Et en général des gut shots ou des backdoor cant plus flush, d'accord. Voilà. Mais donc des gut shots et des backdoor cant plus flush qui ont des bloqueurs sur les mains fortes adverses. J'insiste bien là-dessus. Et bien sûr, on doit s'assurer, enfin, c'est pas une condition, euh, obligatoire, mais bon, c'est plutôt conseillé d'avoir cette stratégie sur des profondeurs au-delà de 50 gains, comme je l'ai expliqué précédemment. Je ne reviens pas dessus, d'accord. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer plusieurs exemples de range de C-bet, enfin de range, ouais, voilà, de range de C-bet, d'accord. Alors pour cela, j'ai pris un spot. J'ai pris le spot. On ouvre. Premier de parole en 6 max, donc c'est la position low jack. Et on se retrouve contre Bouton, d'accord. Qui lui a la meilleure position du poker. Il est en position contre tout le monde, d'accord. En général, c'est une position, voilà, où on peut avoir pas mal de calls, d'accord. Moins que la BB, bien sûr. Mais c'est une position où nos adversaires vont pas mal nous call, d'accord. Donc, avant que j'analyse cette range ici de C-bet, d'accord. On doit s'assurer bien sûr qu'on a un avantage de range. Oui, j'ai précisé quel type de board on va utiliser. Donc un type de board, bien sûr, on a un avantage de range et un avantage de nuts ici. Donc j'ai pris le board As-Roi-6, d'accord. Pourquoi est-ce qu'on a un avantage de range sur As-Roi-6? Tout simplement parce que voilà, on a sur notre range d'open que vous voyez ici, global ici, elle va mieux matcher sur As-Roi-6 que la range de du bouton, d'accord. Parce que lui, le bouton, il n'aura pas les meilleures mains sur As-Roi-6, parce que lui, il va les meilleures mains, il va les 3 bêtes. Donc du coup, il n'aura pas brelan d'As, brelan de Roi, d'accord. Il n'aura pas As-Roi. Donc du coup, il va se retrouver avec des avantages de range et aussi un désavantage de nuts, d'accord. Voilà, parce que notamment des avantages de nuts pour le bouton, parce que donc un avantage de nuts pour nous, parce que lui, il n'aura pas les brelans d'As, brelan de Roi, comme je viens de le dire. Mais il n'aura pas aussi, en deux paires, il n'aura pas As-Roi, d'accord. Donc ça lui fait qu'il aura au global un désavantage de nuts, et non un avantage de nuts, du coup, d'accord. Donc on voit que la range de C-bet, maintenant on va l'analyser un petit peu. Donc j'ai mis carrément les fréquences de chaque partie de la range. Donc là on voit que c'est une range de low jack, d'accord. On ouvre en gros tous les as-suités. Alors vous voyez qu'il n'y a pas toutes les fréquences, c'est parce qu'en fait comme j'ai pris le board As-Roi-6, ben du coup, dans nos combinaisons, on n'est pas sur du pré-flop, on est sur du post-flop, donc du coup, on n'a pas toutes les combinaisons. Puisqu'il y a un As, un Roi et un 6 au flop, d'accord. C'est normal, d'accord. Donc, dans notre range d'open, on a tous les as suités, bien sûr.
moi j'ai pris une range roi 6 8 et plus, dame 8 8 et plus, valet 9 8 et plus, ainsi de suite. Toutes les PP bien sûr on est profond, on est bien. Alors je ne l'ai pas précisé, on est à une profondeur de 80 blindes, d'accord. Ensuite on va ouvrir As 10 plus, Roi valet off plus et Dame valet haut, d'accord. Donc voilà, donc notre range de c-bet va être très polarisé comme on le voit ici, c'est-à-dire qu'on va c-bet nos nuts globalement. On va c-bet en top pair As Dame off et As Dame suité, d'accord. Que ça, pas les autres combos. En deux paires, on voit qu'on va c-bet bien sûr nos As-Roi, nos As-6 et nos Roi-6, d'accord. Et bien sûr, on va c-bet nos brelans, pas tous les brelans, brelan de 6, brelan de Roi, et pas brelan d'As, parce que brelan d'As, ben, on bloque la range de call de notre adversaire, et du coup, on va l'utiliser pour renforcer notre range de check, d'accord. Ça, c'est important. Alors bien sûr, vous dites, ok, il renforce sa range de check juste avec 3 combinaisons de As-As, d'accord. Ça fait pas beaucoup. Oui, mais bon, As-Roi-6, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'adversaires qui vous attaquent sur As-Roi-6, d'accord. Surtout en petite limite. Et ok, il y a certains adversaires qui vont rien comprendre, ils vont peut-être 3 barrels, une paire de 5 là-dessus. Mais la plupart, ils vont pas vous attaquer méchamment. Donc du coup, même si vous êtes, votre range de check va être légèrement déséquilibré, parce que vous allez énormément c-bet voilà, vos meilleures mains. Voilà, sur As-Roi-6, vous n'allez pas vous retrouver si souvent que ça en difficulté. Pour que votre adversaire comprenne que votre range de check sur As-Roi-6 va être un peu déséquilibré, voilà, même s'il comprend, il va avoir de la difficulté à vous attaquer sur As-Roi-6, d'accord. Voilà, donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de n'avoir que Brolandas dans ton range de check, d'accord. Ok. Et ensuite, on voit que notre range de bluff, elle va être composée de gutshots, puisque sur As-Roi-6, les gutshots, ça va être Dame Valet, essentiellement, et Dame 10 et Valet 10, d'accord. Donc ça on va les bêtes en plein, d'accord. Et ensuite, on va avoir comment s'appelle, des backdoor quinte et des backdoor flush, d'accord. Du coup, pour compléter, donc j'ai pris Dame 9, J9 et Ten 9, d'accord. Et on voit qu'en termes d'équilibrage, donc le sizing géométrique à cette profondeur, c'est environ, si on fait un sizing non pas de 2,5 bb, c'est en 90% pot, d'accord. Donc je sais que ça fait gros, hein, mais voilà. Si vous appliquez ce sizing géométrique avec cette range là, voilà, vous allez être bon, d'accord. Même si je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne font pas ça, d'accord. Mais voilà, on est sur une petite limite, en moyenne limite. Et voilà, il faut bien value vos adversaires, d'accord. Donc on voit que ce sizing géométrique est autour de 90% pot. Les fréquences de ces bêtes, on voit que quand on utilise un solver, la fréquence de ces bêtes, lui, il va utiliser souvent une stratégie à 2 sizing, donc c'est pour ça qu'il peut se permettre d'avoir une fréquence de ces bêtes aux alentours de 55%. Alors là, je vous parle d'une stratégie que je n'ai pas montrée, d'accord. Ça, je suis allé voir, moi, vérifier sur un solver, qu'est-ce qu'il faisait. Lui, il utilise des stratégies à 2 sizing, et il a une fréquence de ces bêtes, du coup, qui est beaucoup plus importante, aux alentours de 55% que moi, ma stratégie de sizing géométrique, où je sais bête quasiment, même en dessous de 2 fois par rapport à lui. C'est-à-dire que moi j'ai une fréquence de c-bet aux alentours de 26%. D'accord. Donc on voit que moi je c-bet avec ma stratégie par rapport à la théorie 2 fois moins, mais je fais un sizing beaucoup plus important. D'accord. Une stratégie d'un sizing. D'accord. Voilà, donc du coup je me polarise beaucoup. D'accord. C'est pour ça que je me polarise beaucoup dans ma stratégie. D'accord. Ensuite, est-ce que la range de c-bet est équilibrée ici? Oui, oui, parce que là, je ne vous ai pas dit, mais là, on est sur une stratégie équilibrée, d'accord. Je vous présente la stratégie équilibrée contre, on va dire, un joueur qui joue lui-même équilibré, d'accord, qui n'a pas de gros, comment dire, de gros leaks. Du coup, comme on a utilisé un sizing assez important, d'accord, on peut se permettre d'avoir autant de bluffs que de value. En général, si vous regardez un solver, il va avoir toujours plus de value que de bluff, d'accord, dans sa stratégie, d'accord, en termes de comptage de combos, d'accord. Mais parce que lui, il va utiliser des stratégies à deux sizing, et en général, le sizing moyen, il va être inférieur à moi, qui est à 90%. Et donc, du coup, quand on a une stratégie, on va utiliser un gros sizing. Plus notre sizing, en fait, ce que je veux vous expliquer, c'est plus on a un gros sizing, plus on peut incorporer de bluff dans notre stratégie, d'accord. Et donc là, j'ai voulu, pour un truc proche de pot,
on peut incorporer autant de bluff que de value. Par contre, si on est aux alentours d'une stratégie à mi-pot, eh bien, on va devoir diminuer la quantité de bluff, d'accord. Voilà, ça c'est important, d'accord. Donc, on voit ici que on a 13% de ces bêtes en value, 13% de ces bêtes en bluff, donc ce qui fait bien nos 26% ici. Check call environ 44%, d'accord. Et on a un peu moins d'un tiers de fold, d'accord. Tout ce qui est grisé ici, c'est des folds, d'accord. Voilà. Donc on voit que eh bien, des mains aussi fortes que As-Valet, que Roi-Dame, sur un board As-Roi-6, eh bien, on va se contenter de check call, d'accord. Voilà. Ok. Donc voilà, donc ça c'était la stratégie équilibrée contre un joueur, un bon joueur qui n'a pas trop de leaks, d'accord. Mais tout de même, si vous appliquez ça contre un joueur qui n'a pas trop de leaks, je pense qu'il va commencer peut-être, s'il n'est pas habitué à voir ces types de bêtes, d'accord, il peut un peu overfold, je pense. C'est ça d'où l'intérêt de cette stratégie, je pense, contre des bons joueurs qui sont un peu habitués à des signes plus petits. Et s'il n'est pas habitué, ça peut peut-être le faire un peu peur. Et du coup, on va pouvoir bien, avec nos bluffs, on va pouvoir gagner pas mal de V, d'accord. On va être pas mal V plus sur nos bluffs contre un joueur qui va un peu trop folder, d'accord. Mais ça, j'y reviendrai un peu après, d'accord. Maintenant, donc ça, on va passer aux stratégies exploitantes, d'accord. Alors, du coup, donc c'est les mêmes conditions sur les flops et les mains, d'accord. Donc avoir l'avantage de range, il y en a. Ça change pas, même contre les profils non règles, on va dire. Alors, quels sont les profils qu'on va pouvoir exploiter avec cette stratégie du sizing géométrique, d'accord. On va pouvoir, bien sûr, le premier auquel on pense, c'est les calling stations. C'est contre eux qu'on a envie de tout prendre, d'accord, parce que c'est des joueurs qui ont tendance à trop call, d'accord. Surtout les joueurs faibles qui ne regardent pas trop la taille des sizing. Ça, c'est vraiment contre les joueurs les plus faibles. Et contre eux, on a envie vraiment de se déséquilibrer. On va voir de quelle manière. Et deuxième profil sur lequel on doit faire une adaptation, c'est les profils weak. Qu'est-ce que j'appelle les profils weak? C'est les profils qui vont trop overfold, d'accord, face à un sizing géométrique, d'accord. Et donc contre eux, on va devoir s'adapter aussi, d'accord. Alors, quels sont les types d'adaptations qu'on peut avoir? On peut avoir des adaptations sur nos sizing d'open, d'accord, même si ça ne fait pas partie de la sizing géométrique, d'accord. On peut avoir une exploitation sur l'équilibrage entre la value et le bluff, d'accord. Avoir plus de value ou plus de bluff, ça va dépendre contre quel profil. Et aussi par rapport au sizing de ces bêtes, d'accord. C'est-à-dire, on va pouvoir différencier, avoir plusieurs sizing selon le type d'adversaire qu'on peut avoir, d'accord. Donc contre les CS, qu'est-ce qu'on doit faire? On a une CS à notre table, il est en position contre nous. Augmenter le sizing d'open, d'accord. Donc ça, par exemple, là, on voyait qu'on avait un sizing open sur la stratégie qui va à 2,5. On est à 80 blindes. Ben là, je vais adopter contre une CS. Peut-être adopter, si on a plusieurs profils CS à la table, plutôt un sizing open à 3 blindes. D'accord. Ok. Et du coup, l'adaptation pré-flop, là, je dévie un peu. C'est peut-être un peu, on va dire, un peu moins open, un open un peu plus strong, mais avec un sizing plus gros. D'accord. Si on a vraiment beaucoup de joueurs CS à notre table. D'accord. Alors, je n'ai pas précisé, les CS, ça peut être CS pré-flop, mais là, comme on fait du post-flop aujourd'hui, c'est surtout les CS post-flop. Mais en général, les CS post-flop, c'est aussi des CS pré-flop. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que je parle aussi des sizing d'open, d'accord. Voilà, donc ça, c'est contre une CS, on va augmenter les sizing d'open. L'équilibre value bluff, eh bien, on va élargir la range de value, on va avoir plus de combos en value, d'accord. On va voir de quelle manière on va faire ça. Et le sizing de ces bêtes, on va différencier nos sizing. Le sizing géométrique, on va l'utiliser pour nos nuts, pour la partie value, d'accord. Et comme on est contre une CS, on va avoir un deuxième sizing plus petit pour nos bluffs, d'accord. Donc la value mergée, ce qu'on appelle pour nos bluffs, mais aussi pour une value mergée, c'est-à-dire une value qui ne sera pas aussi forte que nos nuts, mais qu'on va avoir value contre un profil qui aura des ranges de call beaucoup trop éclatés, c'est-à-dire il va call trop de mains. Voilà, donc du coup c'est pour ça qu'on va devoir avoir une stratégie, on a un deuxième sizing pour nos values mergées et pour nos bluffs, d'accord. Contre un joueur weak, c'est-à-dire qu'il va un peu trop overfold, d'accord.
Pas d'adaptation sizing d'open classique, d'accord. Léger déséquilibre en bluff, d'accord. On va peut-être pouvoir incorporer plus de bluff dans notre stratégie, d'accord. Parce que notre adversaire il fold un peu trop. Hein. Et dans le sizing de ces bêtes, on va pareil avoir stratégie à 2 sizing cette fois-ci. Le sizing géométrique cette fois-ci, on va le réserver pour nos bluffs. Mais notre adversaire, il fold de trop. Boum, ah ben on lui envoie une pastèque avec nos bluffs. Et sur les sizing, et comme on veut quand même bien value, on veut pas trop le faire folder les mains qu'on domine, avec nos nuts, on va sizer plus petit, d'accord. Et on va pas faire, et contrairement au profil CS, on va pas merger notre range de value, d'accord. On va rester sur des combos assez strong, d'accord. Voilà. Parce que notre profil weak en général, c'est un joueur plus serré, il a une range de call plus serré, d'accord. Donc du coup, on peut moins value des mains mergées, d'accord. Ok. Ok, maintenant on va passer donc pareil que tout à l'heure, ben du coup à la range en elle-même. Donc ici on garde le même spot, le spot low jack contre bouton, 80 blindes, toujours le même board, As 3-6 rainbow, d'accord. Alors, ben là on voit que contre le profil CS, eh ben on a mergé notre range, c'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes combos de nuts, on a le même nombre de combos, d'accord. Toujours nos top pairs, top kickers, toujours nos deux paires, nos brelans, d'accord. Et on a un petit peu mergé notre range, c'est-à-dire qu'on a rajouté des As-X, voilà, qui sont assez bons quand même, et on a rajouté As-Valet As-10, suité, et As-Valet Off, d'accord. Et je me suis permis aussi d'inclure, du coup, comme notre adversaire est trop CS, cette fois-ci 2 As, on n'a pas envie de checker, on a envie de la miser moins cher. Du coup, toute cette partie mergée de la reine, du coup, je vais la c-bet à un sizing différent, plus sizing géométrique, mais peut-être 50% pro du coup. D'accord. Un cran en dessous. Et on voit que le sizing de géométrique, comme on a fait un sizing open plus gros, eh ben, il a diminué. Il est plus à 90%, il est à 85% pro. D'accord. D'où l'intérêt de sizer plus cher contre des CS pré-flop. D'accord. Donc on voit qu'avec cette stratégie, on a plus de c-bet global. Si on fait la somme, d'accord, de tous les c-bet value, c-bet énergie, c-bet bluff, on se retrouve avec environ 40% de la range d'open. Alors oui, j'ai pas dit, tous ces pourcentages, c'est pas par rapport à la range globale, c'est par rapport à la range d'open, d'accord. Ça, je l'ai pas précisé tout à l'heure. C'est 40%, 39,7 ici, de la range d'open, pas de la range de toutes les mains de départ, d'accord. Et ensuite, on voit que l'équilibrage de ces bêtes, entre le value et le bluff, on est légèrement déséquilibré en value, puisqu'on est contre une CS. Donc on a plus de mains en value qu'en bluff, d'accord. Voilà. Donc, on passe maintenant à la deuxième type d'exploitation ou d'adaptation. Cette fois-ci, contre un profil weak, d'accord. C'est-à-dire quelqu'un qui overfold trop. Ok. Donc cette fois-ci, on voit qu'on n'a plus la partie mergée. On a la partie value, elle n'a pas changé par rapport à la stratégie équilibrée, d'accord. Et la partie, on va dire bluff, on l'a légèrement augmenté ici, d'accord. Voilà. On a rajouté quelques combos de dame 9, de ten 9, de valet 9, d'accord. Légèrement, pas plus. Mais le principal exploitation, du coup, elle ne se retrouve pas, on va dire, dans l'équilibrage value bluff. Du coup, vous voyez ici, elle va surtout être dans les sizing qu'on va adapter, d'accord. Donc le sizing de c-bet, du coup, contre les joueurs weak de 90% pot, eh ben, on va le réserver pour nos bluffs, d'accord. Et le sizing de c-bet plus petit, on va le réserver pour nos nuts, d'accord. Parce on veut pas trop que notre adversaire il overfold trop si on utilise des gros sizing, d'accord. On veut pas trop qu'il overfold parce qu'il y a certains joueurs un peu weak qui vont prendre peur en tout cas. Si on fait fold pas mal d'as de suite sur un gros sizing comme ça, on n'a pas envie. Donc du coup on va plutôt adopter un sizing 50% pour. Donc du coup pour ça est applicable que bien sûr si on a bien profilé nos adversaires. Ça je l'ai pas précisé bien sûr. Mais des fois on n'a pas d'info. Mais si on a une info, c'est pas la majorité des cas, souvent on n'a pas sur une info aussi précise que le joueur est weak. Des fois on va pouvoir appliquer cette stratégie que si ça fait beaucoup de temps qu'on est à table et qu'on a bien observé, d'accord. Du coup, voilà. Même si, de manière générale, je constate que si les petits règles, des petites limites, les règles, on va dire, des petites limites,
c'est des joueurs qui sont assez tight en général. Pourquoi? Parce que en général, c'est des joueurs qui ont compris que être serré contre des joueurs qui font n'importe quoi sur des buy-in assez petits, du coup ça, on peut gagner de l'argent directement en étant serré, d'accord. Du coup, moi j'irais appliquer cette stratégie contre des joueurs, on va dire, voilà, pas des dégènes, non ça c'est sûr, mais contre des joueurs gagnants de petites limites, voilà, qui en général sont plus serrés que les autres, d'accord. Voilà. Allez, maintenant on passe à la conclusion. Alors, bah du coup, bon, comme je viens de vous montrer cette stratégie de sizing géométrique, elle répond à la problématique du manque de value en petite limite. Pourquoi? Tout simplement parce que bah, du coup, ça permet de vraiment d'avoir une stratégie optimale, de bien saisir dès le flop et même le pré-flop, hein, comme je vous ai montré, et de ne pas se retrouver avec des pots à 150 ou 200% pot river, enfin un stack. On a, du coup, ça permet d'avoir un PSB ou moins, s'assurer qu'on a avoir un PSB ou moins river, d'accord. Et donc du coup, ça permet de bien déstacker vos adversaires, d'accord. Et de ne pas se retrouver dans des situations où on va devoir overbet 150-200% pot pour pouvoir tout prendre. Et là, en général, vos adversaires, même si ce sont des CS, et quand ils vont voir ça, ils vont folder plus souvent, forcément. D'accord. Comme je viens de vous le montrer, c'est une stratégie qui est bien adaptée au spot OOP, c'est-à-dire hors de position, parce que c'est des stratégies, parce qu'en général, on va avoir envie d'avoir des stratégies de c-bet assez polarisées, d'accord. On va pas beaucoup c-bet, du coup, on va avoir une stratégie de c-bet polarisée, et qui dit c-bet polarisé dit gros sizing, donc dit sizing géométrique, d'accord. Même si, comme je vous l'ai un petit peu montré, on peut aussi avoir des sizing géométriques dans les stratégies à deux sizing quand on est en position, mais c'est un peu plus complexe. Donc là, je vous ai montré vraiment le cas le plus facile à appliquer en termes de sizing géométrique, d'accord. Le cas où on est hors de position. On a vu que les exploitations possibles étaient surtout faisables en différenciant nos sizing entre la value et les bluffs contre certains types de profils comme les CS ou les joueurs weak, d'accord. On a vu que bien sûr cette stratégie était surtout pertinente avec la profondeur, sur des profondeurs au-delà de 50 blindes, d'accord. En deçà de 50 blindes, on peut avoir des stratégies différentes, c'est-à-dire pas avoir le même sizing à chaque street pour pouvoir déstacker nos adversaires, d'accord. Et ensuite, comme je l'ai un petit peu évoqué avant, ceci permet aussi de mettre en difficulté les règles des petites et moyennes limites. Pourquoi? Parce que c'est des stratégies auxquelles ils ne sont pas habitués. Eux, ils sont habitués, ils voient un gros sizing, c'est une grosse main en face. Parce qu'ils ont l'habitude de jouer on va dire, des récréatifs. Et donc, dès qu'ils voient de la force chez un adversaire, ils ont tendance à beaucoup folder. Ce qui est une bonne adaptation en général. Parce qu'en général, la plupart des joueurs des petites limites, c'est-à-dire les récréas, eh ben, ils size selon la force de leur main. Mais eux, s'ils n'ont pas compris qui vous étiez en face, eh ben, du coup, ils vont overfold. Donc, du coup, vous allez mettre en difficulté les règles sur leur range. Parce qu'ils ne sont pas habitués à avoir des sizing aussi gros. D'accord. Et donc, du coup, contre vous, s'ils vont mettre peut-être un peu de temps à s'adapter, et du coup, pendant un certain temps, vous allez pouvoir pas mal, surtout vous gagner des jetons et de lever avec vos bluffs cette fois-ci. Avec la partie bluff, vos bluffs vont bien fonctionner parce que ces règles-là, ils vont overfold en général. D'accord. Voilà. Eh bien, je pense que c'est terminé. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques sur mon travail, alors bien sûr, c'est pas, je ne prétends pas avoir tout peut être critiqué dans ma vidéo, bien sûr. Je prétends pas avoir la science infuse, bien sûr. C'était, on va dire, une réflexion sur le sizing géométrique et surtout comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans une stratégie, d'accord. Et bien sûr, tout est critiquable, mais à certains, vous pouvez m'envoyer des messages, soit sur YouTube, en commentaire, et bien sûr sur Discord, pour ceux qui me connaissent. Vous pouvez me trouver assez facilement sur certains serveurs Discord de poker. Voilà, vous cherchez Ecobas et en général, si je suis sur Discord, vous allez me trouver assez facilement et m'envoyer un MP par rapport à cette vidéo si vous avez des remarques, des critiques ou autres à formuler. Voilà, voilà. Allez, bye bye. Ciao tout le monde.